Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je remercie au rare public qui nous est d'autant plus précieux d'être là aujourd'hui. Il faut savoir que la période, on vient de le dire, n'est pas propice à un effectif pléthorique. Néanmoins, grâce à la visioconférence, on arrive à organiser encore maintenant des conférences au mois de mai assez facilement et avoir du monde en ligne. Donc, le résultat est le même. Et je tiens à préciser, alors même si on n'a pas encore mis en ligne la précédente conférence, que nos échanges sont enregistrés et que par conséquent, il sera possible d'y accéder dans un court délai sur les sites des laboratoires qui co-organisent ce cycle de conférences. Alors, pour mémoire et pour rappeler à nos invités d'aujourd'hui que je remercie chaleureusement, que j'accueille avec un très grand plaisir, Peggy Ducoulombier. Ça fait finalement pas mal de manifestations que l'on partage, que soit tu organises, soit que j'organise, et nous nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir, soit à Strasbourg, soit à Saint-Étienne. Et puis Dominique Grieve, que j'ai eu le plaisir de connaître l'an passé, à l'occasion d'un colloque à Paris 2 organisé par mes chers collègues de Civilisation Britannique sur l'entente cordiale. Alors, on poursuit cette entente, c'est plus qu'une entente, c'est de l'amitié, et je suis ravi que vous ayez fait le déplacement jusqu'à Saint-Étienne avant de repartir pour Dublin dès demain matin. J'en profite, comme je les ai cités, de remercier les collègues, les laboratoires, les structures partenaires de ce cycle de conférences à l'initiative sur l'idée de l'Université de Nanterre. Alors je rappelle qu'il y a une vision aussi qui se veut pluridisciplinaire de ces 75 ans de droits humains fondamentaux au Royaume-Uni, à la fois juridique, et puis les collègues de Civilisation Britannique qui nous suivent principalement, là je pense en ligne, là nous sommes tous des juristes, mais nous avons évidemment nos collègues de Civilisation Britannique qui nous suivent, et j'en suis évidemment toujours ravi, ce qui permet d'avoir des éclairages et des analyses différentes et différents, puisqu'on l'a vu dès la première séance que la perception du Human Rights Act par des civilisationnistes ou des juristes n'est pas la même. Certains y voyant un outil extraordinaire, les juristes évidemment, et les avocats en particulier. Les civilisationnistes ou les politistes seront peut-être un peu plus modérés, et moi paradoxalement peut-être, je me situe sans doute de leur côté, parce qu'évidemment c'est un outil juridique formidable, et vaut mieux qu'il soit là qu'il n'y soit pas, mais l'effet sur les politiques sécuritaires, liberticides, n'ont pas été révolutionnaires. Enfin, l'effet n'a pas été révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est quand même en matière politique publique, pénale, de politique de prévention de la délinquance ou migratoire, pour reprendre des questions qu'on a évoquées, c'est évidemment d'abord aux politiques d'en fixer le cap. Les outils juridiques peuvent apparaître comme une aide, bien souvent, mais s'il veut passer outre ou prendre des législations, et en particulièrement vrai, on en a parlé à propos de la souveraineté du Parlement qu'on a évoqué dans les deux précédentes conférences, il est évident que le juge n'a pas à dire le contraire de ce que dit le législateur, en particulier dans le cadre britannique, très marqué par la souveraineté du Parlement, en l'absence de constitution formalisée dans ce document, sans juridiction constitutionnelle comme on en connaît chez nous. Alors c'est tout le débat qu'on a déjà eu et qu'on continuera d'avoir sur la frontière entre droit et politique, qui n'est pas aussi tranché qu'on le prétend, mais tout de même, le juge continue au Royaume-Uni d'avoir une espèce de self-restraint qui le conduit à considérer que lorsque les dispositions législatives sont claires, il y a beau y avoir le Human Rights Act, il se conforme à la volonté du législateur, qui n'est pas toujours claire, mais quand elle l'est, il fait preuve de self-restraint. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question qui ne sera évidemment pas totalement abordée en seulement 1h30. Je tiens à préciser qu'on finira un peu plus tôt que d'habitude pour des raisons de contraintes liées au transport de Peggy qui doit s'envoler pour le Japon dimanche. Donc ça, on l'a déjà remercié d'être venu en fin de semaine. Donc on finira sans doute vers 16h. Voilà, donc je vous prie de m'excuser. Donc, comme d'habitude, les interventions sur le sujet qui vous intéresse, je maintiens un peu de suspense toujours, devront durer 20 minutes pour assurer les échanges. En ligne, n'hésitez pas à vous manifester
Clairement, parfois on a tendance à vous oublier, j'en suis désolé, donc je compte sur Cédayet qui contrôle tout ça pour nous faire des grands signes, pour nous dire s'il y a des questions sur ce sujet fondamental, donc la liberté d'expression, qui va être abordée sous deux angles aujourd'hui. D'abord par Dominique Grieve qui va nous mentionner, donc, de façon un peu arbitraire, j'ai commencé par il y a 4 ans, c'est Dominique Grieve, voilà, pour mettre un peu la pression sur le temps, comme ça il pourra maîtriser totalement le temps, qui va nous parler donc des limites à la liberté d'expression au Royaume-Uni dans certains cas particuliers, notamment dans des cadres contemporains assez renouvelés, avec notamment une loi sur l'ordre public de 2023, qui a quand même poursuivi, j'allais dire, maintenant ce qui devient une tradition, depuis les années 2000 de législation sur l'ordre public, qui sont quand même relativement restrictives de liberté, mais de façon assez conforme à ce que l'on constate dans d'autres démocraties européennes, mais même par rapport aux États-Unis, puisque l'on sait que ce mouvement a été largement lancé, et on a une personne à laquelle on est très attaché à Saint-Étienne, qui est Mireille Delmas-Marty, qui l'avait parfaitement perçu en examinant de façon comparative les législations des différents États occidentaux le lendemain des attentats du 11 septembre. Et bien sûr, la première loi qui a favorisé ce mouvement, c'est le fameux Patriot Act, qui est une appellation raccourcie d'un titre beaucoup plus long, qui devait être temporaire, qui a duré et qui a surtout fait des petits dans les législations, aussi bien du côté des états d'urgence que dans les législations restrictives de liberté, par le biais d'abord de législations antiterroristes, parfois dans d'autres secteurs assez ciblés, mais qui sont de plus en plus généralisantes et qui viennent liberté un certain nombre de libertés, en particulier les libertés d'expression. Alors, au sens large, il est possible qu'on y inclue aujourd'hui aussi l'expression collective, qui est la liberté de manifestation, puisque, vous savez, les Britanniques ne sont pas aussi obsédés que les Français à mettre tout dans des cases. La liberté d'expression peut être conçue de façon assez large, sans qu'on distingue sa dimension collective ou individuelle, si tant est que ça soit toujours d'ailleurs pertinent. Peggy du Colombier interviendra ensuite sur un sujet plus en lien peut-être direct avec la Cour européenne des droits de l'homme, puisque si je ne me trompe pas, tu vas confronter la liberté d'expression au respect de la vie privée en comparant en plus la position de la Cour, aussi bien vis-à-vis du Royaume-Uni, évidemment, mais peut-être nous donnant quelques éclairages français pour que l'on ait une appréciation peut-être plus globale et comparative, ce qui n'est évidemment pas sans nous déplaire. Alors, j'ai donné les thématiques, mais permettez-moi quand même de vous présenter plus en détail, parce que tout le monde ne vous connaît pas, peut-être, j'imagine que ça paraît invraisemblable, mais c'est peut-être le cas. Alors, Dominique Grieve est ancien député de la Chambre des communes de 1997 à 2019. Vous avez été secrétaire d'État, alors nous on dira plutôt ministre de l'Intérieur fantôme, du cabinet fantôme, alors ce qui est une véritable fonction presque gouvernementale. Vous savez que le shadow cabinet au Royaume-Uni, c'est un gouvernement en attente. C'est pas des... Si par exemple le gouvernement travailliste tombe, il faut que tout de suite l'opposition soit en position de le remplacer. Donc c'est vraiment des suivis de dossiers, enfin ce sont des ministres, c'est presque la même charge de travail, donc de 2008 à 2009, c'est ça, Shadow Home Secretary. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez été juste après Attorney General pour l'Angleterre et le Pays de Galles et Advocate General pour l'Irlande du Nord entre 2010 et 2014. C'est une fonction un peu particulière. Tout à l'heure, dans une présentation au service administratif, on a retenu cette solution qui consiste à dire que c'est un peu entre certaines fonctions du garde des Sceaux et de conseil juridique officiel du gouvernement, donc qui est quand même lié au parti du gouvernement, mais qui a une certaine indépendance. On l'a beaucoup vu à propos du Brexit, où certains avis de l'Attorney General n'ont pas forcément été favorables à Theresa May, notamment. Et puis, vous avez présidé la commission des services secrets et de l'intelligence de 2015 à 2019, mais vous restez quand même célèbre en Europe, et en particulier en France. Alors d'abord parce que vous parlez très bien français, par votre ascendance maternelle. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, je crois. Et surtout, un breton d'adoption.
Ouais, un breton. Un grand breton, mais surtout un breton d'adoption. Et par ailleurs, vous êtes président de la Franco-British Society, donc très lié à notre pays. C'est pour ça que les médias vous apprécient, parce que tous les journalistes ne parlent pas bien anglais. Et surtout parce que vous avez été un des principaux opposants au sein de son propre camp à Boris Johnson, qui, n'appréciant pas forcément toujours la liberté d'expression lorsqu'elle va contre lui, vous a retiré le chief whip, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne faisiez plus partie du groupe parlementaire conservateur à la suite de ses oppositions, ce qui vous a conduit à mettre fin, alors temporaire, je ne sais pas, à votre carrière de député en 2019, qui a été traduite par une grande vague, je le rappelle, conservatrice, mais de fidèles de Boris Johnson, pas si fidèles que ça, parce que finalement ils s'en sont débarrassés, en 2019, qui avait été historique du point de vue du score pour le Parti conservateur. Quant à Peggy du Colombier, professeure de droit à l'université de Strasbourg, directrice adjointe notamment du centre de référence Carré de Marlberg et directrice du master droit européen des droits de l'homme, très investie sur les questions de droits de l'homme et qui a été longtemps au Royaume-Uni, qui est une grande spécialiste des questions des droits et libertés fondamentaux au Royaume-Uni et qui explique qu'elle intervienne ici. Ce n'est pas la première fois, puisque tu es venu il y a quelques années à Saint-Étienne pour nous présenter l'état des relations, déjà, c'était déjà un sujet, mais ça fait un moment que ça dure, entre le Conseil de l'Europe, et en particulier la Convention européenne des droits de l'homme, et le Royaume-Uni. Et c'est finalement avec un grand plaisir que j'espère que tu réabordes ces sujets-là, et nous allons t'écouter avec impatience. Je vous laisse donc la parole. Alors, après, bon, je vais présenter dans cet ordre-là, mais encore une fois, si vous inverser, c'est comme... C'est toi qui décides. Je suis entièrement content d'aller en premier. J'étais conscient que si je prenais trop longtemps, Peggy voudrait peut-être rentrer à Strasbourg. Alors, on perdrait donc ses propos. Mais je vais aller d'abord. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité de venir à Saint-Étienne. C'est un grand plaisir d'être ici. Et merci de m'avoir invité pour parler au sujet de la liberté d'expression. Maintenant, pour un Britannique, j'ai eu le sentiment, quand cette invitation m'a été donnée, que mes propres conceptions du Royaume-Uni comme un pays où la liberté d'expression était très très forte seraient peut-être mis sous le scrutin. Parce que, comme vous savez, quand Mr. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, est venu à Londres, il a annoncé que le Royaume-Uni n'était plus un pays où il y avait la liberté d'expression. Et ça m'a donc fait réfléchir un tout petit peu sur son propos. Et si on peut y voir de la vérité, ou si en effet ce n'est pas un juste commentaire sur nos lois. D'abord, un peu d'histoire. Le Royaume-Uni n'a pas de constitution. Donc, il est tout à fait vrai que notre common law au Moyen-Âge pouvait permettre tout ce qui n'avait pas été interdit. Mais ayant dit cela, malgré la Grande Charte de 1275, il est tout à fait certain que pendant le Moyen-Âge, et d'ailleurs le début de ce que nous appelons la période moderne, il n'y avait pas ce que nous appelons maintenant la liberté d'expression. Même en 1275, on avait passé le acte de Parlement Scandalum Magnatum, qui punissait très sévèrement, d'ailleurs avec la torture, si nécessaire, les gens qui scandalisaient la noblesse. Il y avait seditious libel, ça veut dire essayer de critiquer le gouvernement. Mais il y avait bien sûr les lois contre le blasphème de la théologie chrétienne. Mais il est aussi vrai qu'à partir de la guerre civile au XVIIe siècle qui a divisé notre pays et la révolution glorieuse de 1688, ça a établi d'abord que les mots parlés au Parlement ne pouvaient être jugés dans aucune autre cour, ce qui donnait la liberté d'expression aux députés, sujet seulement à la discipline interne de la Chambre des communes ou de la Chambre des lords. Et ça a établi un principe
que l'on peut voir se répandre autre part dans une tolérance d'expression qui serait peut-être dans d'autres pays, aurait été regardée comme étant un exemple de lèse-majesté ou en tout cas de lèse-gouvernement. Peggy va nous parler à un moment de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il est certain que là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'article 10 qui est la base de notre liberté d'expression, même s'il est vrai de dire qu'au moment où le Royaume-Uni a signé le traité d'adhésion à la Convention, je pense que la plupart de Britanniques, et particulièrement dans les gouvernements britanniques, croyaient qu'on respectait déjà tous ces principes, même si les années qui ont passé depuis ont démontré que de temps en temps, le Royaume-Uni ne respecte pas peut-être totalement ce que l'article 10 demande de tous les gouvernements qui en font partie. Il est donc certain que où nous sommes maintenant, la liberté d'expression existe. Mais il y a aussi des principes. On peut y mettre des limites. Et ces limites doivent être couvertes par la loi, doivent être nécessaires et proportionnelles à quelque chose de légitime, que ce soit la sécurité nationale, l'intégrité du territoire, la sécurité du public, empêcher la criminalité, protéger la santé, protéger les réputations et les droits des individus, empêcher que le secret soit, particulièrement que ce soit le secret du contrat ou le secret d'État, soit brisé, et maintenir l'autorité et l'indépendance judiciaire. Et là où les tribunaux doivent considérer ces questions, ils vont se poser la question, est-ce que ça va avoir ce qu'on dit en anglais a chilling effect on freedom of speech, et dépendant de la façon dont on va s'exprimer, que ce soit un média ou dans la rue. Donc nous avons des exemples que l'on peut regarder où le Royaume-Uni a des lois assez particulières à ce sujet. D'abord, nous avons en Angleterre la possibilité d'intenter un procès pour libel or slander, pour la diffamation. Mais il est certain que sous l'impulsion de la Convention, ce droit a évolué nettement pendant ma carrière d'avocat, parce que d'abord, nous ne laissons plus au jury de décider ces questions, mais elles sont largement laissées à un juge. Et deuxièmement, nous avons beaucoup ramené en arrière les dommages et intérêts que l'on peut toucher en apportant un tel procès. Mais il est certain que l'on peut, en Angleterre, intenter un procès pour diffamation, et c'est à la défense de prouver sur la balance des probabilités que ce qu'ils disent est justifiable, mais en même temps, il est aussi vrai qu'on a le droit d'avoir une opinion honnête et qui peut être une opinion que d'autres personnes ne partagent pas. Il est aussi vrai que les critères ont été restreints en 2013 parce qu'il faut montrer que la personne a vraiment souffert un problème d'avoir été le sujet d'une diffamation. Deuxième exemple que je veux vous donner, et qui est très particulier au Royaume-Uni, c'est contempt of court. Ça veut dire l'offense à la cour. Maintenant, les cours ont le droit de régler leurs propres procédures et aussi la discipline au sein de la cour. Si quelqu'un veut entrer devant un tribunal et crier et hurler, le juge peut, en fin de compte, le mettre en écrou, et ça peut arriver, pour le punir. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'au Royaume-Uni, ou en Angleterre, pas en Écosse, nous avons toujours, pour le droit criminel, les jurys, pour la plupart des délits sérieux.
Et donc, il y a eu un principe très ancien que dès qu'une personne a été arrêtée par la police ou qu'il y ait eu une inculpation, les médias et les individus sont empêchés de faire des commentaires sur le procès ou l'individu pendant la période où il est sous la juridiction de la Cour. Et c'est un sujet qui est devenu de plus en plus difficile, d'abord parce qu'il y a 40 ans, c'était aussi pour les procès civils. Il y a eu le cas de the thalidomide case devant la Cour de justice, la Cour des droits de l'homme, Sunday Times and the UK en 1972. Le journal avait publié des articles concernant les négociations pour essayer de résoudre les procès qui avaient été intentés par les victimes de la drogue thalidomide qui avait comme résultat de bébés qui étaient nés sans bras et sans jambes. Le tribunal avait dit que puisqu'il était saisi de la matière, ils allaient empêcher le journal d'en parler. Et le journal est allé finalement à la Cour européenne des droits de l'homme qui ont dit que le système anglais of contempt of court était excessif. Et à ce moment-là, le gouvernement a réfléchi, en 1981, à passer le Contempt of Court Act, qui a essayé de faire cet exercice de réconcilier le droit de l'expression, de la liberté d'expression, avec la nécessité de pouvoir avoir une procédure qui était juste devant le tribunal. L'expression est « a substantial risk of serious prejudice to an active case ». Et en effet, l'effet, c'est que dans le droit civil, cette conception de contempt of court a carrément, presque entièrement disparu. Par contre, dans les procès criminels, il reste toujours très important qu'il n'y ait pas de commentaires, particulièrement sur l'inculpé et sur son passé, parce que dans le droit criminel anglais, il est beaucoup plus rare que le tribunal considère l'histoire, particulièrement les histoires des délits précédents de l'inculpé, en considérant si quelqu'un est coupable ou non coupable d'un délit. Donc, quand j'étais Attorney General, j'avais la responsabilité d'intenter des procès contre les médias qui avaient fait offense à ce principe. Et il était évident, dans les 10 ans avant que je ne devienne Attorney General, qu'il y avait un grand problème parce que les médias avaient considéré qu'ils pouvaient faire ça librement et personne n'en faisait rien. Et j'ai choisi 2 exemples qui étaient particulièrement mauvais, où j'ai pu monter des inculpations contre The Sun, The Daily Mail, The Daily Mirror, pour des exemples où ils avaient fait des commentaires qui étaient carrément nuisibles à avoir un procès qui était juste pour l'inculper. Dans un cas, en 2011, c'était un meurtrier, M. Levi Bellfield, meurtrier horrible d'enfants d'ailleurs, qui avait été trouvé coupable par un tribunal, mais avant, le tribunal considérait toujours la question s'il avait fait un kidnapping d'un autre enfant. Et pendant ce temps, étant donné que les journaux ont fait des commentaires sur son histoire qui ont eu le résultat que le procès a dû être abandonné. Parce que le juge a conclu que le jury, sachant ce qui était dans les médias, ne pouvait plus faire justice. L'autre exemple, c'était un cas vraiment bizarre d'un meurtre à Bristol où un instituteur en retraite qui était le landlord de la personne qui avait été tuée, avait été trouvée assassinée,
avait été arrêté par la police et pendant 2 jours, le Sun et le Daily Mirror avaient publié toutes sortes de commentaires sur comment qu'il était excentrique, qu'il avait enseigné les poèmes de Madame Rossetti à ses enfants qui ont un esprit macabre, et que donc c'était quelqu'un qui pourrait très bien être un meurtrier. En effet, ce n'était pas le meurtrier du tout. Il a d'ailleurs il a eu des dommages et intérêts énormes qu'il a pu reprendre, mais j'ai fait un procès contre ces 2 journaux, que j'ai dit, ben, s'il avait été inculpé, il n'aurait jamais pu avoir un fair trial devant un tribunal, et les 2 journaux ont été punis avec des amendes assez fortes, et en même temps, il a fallu qu'ils paient les frais de la procuration. Voilà donc 2 exemples. Le dernier exemple, c'est que les membres de jury ne doivent pas faire des recherches personnelles sur l'inculpé. Et malheureusement, avec les médias sociaux, ça devient de plus en plus facile à le faire. Alors, à une occasion, il a fallu que je fasse une procuration à inculper un procès contre une dame, qui était d'ailleurs très intelligente, mais qui avait était allée regarder le passé de l'inculpé et avait repris des histoires qu'elle n'aurait jamais entendues pendant le procès et les avait communiquées à ces autres membres du jury qui l'avaient dénoncé. Et a été écroué pendant 8 mois. Alors voilà 2 exemples. Maintenant, il faut dire que pour les jurys, on a changé the Criminal Justice and Courts Act 2015 a transformé l'offense par un membre d'un jury en un délit criminel. Et donc, au lieu de faire ça devant un juge seul, ils ont maintenant le bénéfice de que c'est un autre jury qui va juger le membre du jury qui a été inculpé. Après cela, il y a bien sûr un grand nombre, comme en France et comme dans d'autres pays, de restrictions sur l'ordre public. Il est vrai qu'on a le droit de s'exprimer pendant une manifestation ou s'exprimer en public sur n'importe quel sujet que l'on veut, mais on n'a pas le droit de faire ça d'une façon abusive ou d'une manière qui constitue, qui donnerait de l'alarme ou de la détresse ou causerait un breach of the peace. Ou harassment, que je trouve difficile à traduire en français, mais c'est effectivement que c'est fait d'une façon tellement continue. Par exemple, si je allais me présenter avec devant la maison de quelqu'un et que j'hurlais pendant 4 ou 5 heures des injures envers eux, on viendrait m'arrêter. Par contre, si je voulais aller à une manifestation dans un parc et dire de tels propos sur l'individu qui n'était pas diffamation, j'aurais probablement le droit de le faire. Donc c'est une question de contexte. La même chose pour un article ou un post qui may be grossly offensive et qui a l'intention de causer de la détresse ou de rendre anxieux pour sa sécurité physique de la personne qui les reçoit. Il faut dire que quand j'étais député, j'ai reçu beaucoup de social media demandant qu'on me coupe la tête comme traître. Donc je pense que les politiques sont un peu en dehors de cela, mais il est vrai que pendant le Brexit, il y a eu des inculpations de personnes qui ont fait ça envers les députés. Et c'est arrivé une fois pour moi, quelqu'un qui disait qu'il voulait venir me tuer, ce qui est assez, peut-être allant un peu loin. Plus compliqué, c'est la question si c'est l'intention et d'utiliser des termes threatening, abusive or insulting avec l'intention de produire un haïssement racial envers un autre groupe. Mais on doit avoir l'intention de le faire. Et bien sûr, pour la race, ça veut dire la couleur, la race, la nationalité, le groupe ethnique auquel les personnes peuvent appartenir.
Ça veut dire que les Sikhs et les Juifs sont protégés, mais pas d'autres groupes religieux. Et ça produit aussi des problèmes parce que les musulmans aimeraient avoir la même protection. Mais quand le gouvernement de Tony Blair a essayé de le faire en 2006, le Parlement a carrément refusé parce qu'ils ont changé les mots pour insister que toute expression d'antipathie contre une religion, que ce soit le ridicule, l'insulte contre la religion ou les pratiques de ses adhérents, ne pouvait pas constituer un tel délit. Et ça reste en ce moment l'état de la loi en Angleterre. Et en 2008, finalement, après 600 ans, on s'est débarrassé de la loi du blasphème pour protéger. Ça n'avait pas été utilisé depuis les années 70, quand il y avait eu un procès par Madame Whitehouse contre un journal Gay News, qui avait publié un poème qui indiquait un attachement homosexuel du centurion présent à la crucifixion vers le Christ. Mais c'est la dernière fois que nous avons eu un tel procès et on s'est débarrassé de cette loi en 2008. Mais il est certain qu'il y a des personnes, particulièrement dans les religions minoritaires et l'islam en particulier, qui voudraient l'avoir pour protéger ce qu'ils considèrent de sacré. Et ça reste, je vais revenir à cela dans un instant, ça reste un sujet contentieux. Puis il y a le terrorisme et l'incitement au terrorisme. Il y a une série de lois qui rend criminelle la conduite qui encourage le terrorisme. C'est aussi un sujet contentieux parce que la définition du terrorisme est tellement large que, comme j'ai fait le commentaire quand cette loi a été passée au Parlement, le Premier ministre irlandais, qui va en Irlande commémorer la rébellion du Easter Rising de 1916, pourrait, en théorie, être inculpé d'encourager le terrorisme, mais la loi insiste qu'il faut d'abord montrer l'intention de le faire, et deuxièmement, si le contexte ne le démontre pas, ce qu'on pourrait dire serait le cas avec le Easter Rising de 1916, ça serait différent si on disait le Easter Rising de 1916 devrait être répété demain en Irlande du Nord. À ce moment-là, ça serait contraire à la définition du terrorisme ou le Terrorism Act 2000. Nous avons aussi des problèmes sur la sécurité nationale, je pense, comme vous avez en France. Nous avons le Official Secrets Act, qui, bien sûr, empêche les fonctionnaires de parler ou de donner aux journaux du matériel qu'ils ont en secret. Mais il est certain que nous avons eu des cas où on a arrêté des journalistes pour regarder s'ils avaient réussi à obtenir du matériel qui avait été en secret. C'est arrivé particulièrement quand il y a eu le Big Leak, où comment ça s'appelait, il est parti en Russie. Snowden. Et Snowden. Alors Snowden avait pris tous les secrets du Intelligence Service de l'Amérique, particulièrement leur capacité d'intervenir sur les médias sociaux pour le renseignement. Il avait pris tout ça et il l'avait emmené en Russie. Et quelqu'un qui faisait un article sur Snowden, M. Miranda, a été passé par Londres en rentrant en Amérique et on l'a arrêté et on a cherché son ordinateur pour voir si on pouvait trouver du matériel dessus et on a utilisé les lois contre le terrorisme pour le faire. Il a fait appel,
mais il faut dire que la Cour suprême britannique a dit que les services de la police avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait dans ce cas particulier. Je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a d'autres contextes, bien sûr, et les contextes qui arrivent en ce moment viennent en grande partie, et Aurélien en a parlé, de liberté d'expression soit dans les médias sociaux ou pendant les manifestations qui ont lieu en ce moment très fréquemment en Angleterre, soit pour manifestations contre les actes du gouvernement de l'Israël au sujet de Gaza, ou par contre des manifestations comme nous avons eu contre les immigrants, où d'ailleurs il y a eu un contexte où on essaie de mettre le feu à un asile, un logement pour les immigrants, et après les meurtres qui ont lieu à Southport l'été dernier. Nous avons des lois où la police, the Police Crime and Sentencing Bill 2022, permet à la police de mettre des conditions sur les manifestations. L'heure du commencement, l'heure où elles finissent, le niveau maximum du volume, parce que souvent c'est accompagné de beaucoup de amplification, pour que les personnes puissent faire des commentaires, et ça permet aussi au ministre de créer de nouvelles réglementations. Donc c'est contentieux. Il y a des lois pour forcer les compagnies comme X de M. Musk d'enlever harmful online content. Normalement, c'est visé à la pornographie d'enfants, mais ça peut aussi être fake news dont il y a de plus en plus. Section 179, un délit to knowingly send false information with the intent to cause non-trivial psychological or physical harm. Donc, si les exemples qu'il y a eu à l'instant, c'est après le Southport riots, il y avait quelqu'un qui avait mis un post « Je suis maintenant au milieu d'une ville, Leicester, il y a des émeutiers partout et j'essaie de fuir. » Maintenant, il n'y avait pas d'émeute du tout. La ville était entièrement paisible et il a été inculpé pour son post sur les médias sociaux. Mais c'est ça ce que je crois que M. Vance et M. Musk n'aiment pas. Par contre, il est important de noter que le gouvernement est allé dans une autre direction entièrement en considérant leur inquiétude au sujet de manifestations ou d'actions sur les campus universitaires qui semblaient nuisibles à la liberté d'expression. The Higher Education Freedom of Speech Act 2023 était une réponse aux inquiétudes que les enseignants ou autres voulant faire, comme nous faisons en ce moment, un séminaire académique, étaient effectivement empêchés de le faire parce qu'ils avaient des points de vue qui étaient entièrement légaux, mais qui n'étaient pas populaires au sein de ces universités. Et quand le gouvernement travailliste a été élu, au début, il ne voulait pas donner l'ordre ministériel pour commencer cette loi, mais ils l'ont maintenant fait. Et donc, ça donne ça insiste que les universités ont une responsabilité de faire tout ce qui est praticable pour permettre la liberté d'expression sur leur campus. Il est possible de demander des dommages et intérêts si on est empêché de le faire. Il y a un système pour porter plainte et il y a un code. Alors voilà juste un exemple. Finalement, je vais terminer, juste pour dire que ces questions continuent à être légitimes en Angleterre.
Nous venons d'avoir, je ne peux pas faire un grand commentaire parce que ce sont devant les tribunaux, nous venons d'avoir un Turc laïque qui s'est présenté devant l'ambassade turque à Londres il y a quelques semaines, a produit une copie du Coran et l'a brûlé. Il faut dire qu'un concierge dans l'ambassade est sorti avec un poignard pour l'attaquer et l'a mis à terre avec des coups de pied et a été rejoint par quelqu'un qui passait sur une bicyclette de Deliveroo qui semblait partager les sentiments du concierge. Et il faut dire que le concierge a été inculpé aussi. L'homme sur la bicyclette a disparu. Mais le monsieur Coscu, je croyais son nom, Coscu, a été inculpé sous the aggravation, the Public Order Act 1986 as aggravated by the Crime and Disorder Act, incroyablement pour threatening of the institution of Islam par le service de procuration. On a immédiatement remarqué que c'était effectivement une loi de blasphème et 3 jours plus tard, la procuration a accepté que ce qu'ils avaient fait n'était pas acceptable et ont changé les termes de l'inculpation. Mais je vais être très intéressé de voir si cette inculpation a ce qui va en résulter, et je pense qu'il est presque certain que ça va aller jusqu'à notre Cour suprême. Parce que il y a des questions très intéressantes là-dessus, parce que ce n'est pas devant un mosquée, ce n'est pas devant insulter directement des personnes qui sont islamiques, c'était certainement, mais c'était une manifestation dans la rue, peut-être d'ailleurs un délit criminel pour public nuisance, parce qu'il ne faut pas brûler les choses dans la rue, mais pas nécessairement ce qu'on suggère. Je vous laisse avec cette réflexion et je m'excuse si j'ai pris trop longtemps. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon tout à fait passionnant, qui va sans doute susciter pas mal de questions. Alors justement, si on veut laisser du temps aux échanges, je vais passer immédiatement la parole à Peggy. Merci beaucoup, merci pour ton invitation. Alors moi, je vais vous parler de l'équilibre entre l'intimité de la vie privée et la liberté d'expression en France et au Royaume-Uni sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que déjà j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les conflits de droit, donc quand on a un marteau dans la main, on a tendance à avoir des clous partout. Je pense que c'est une expression anglophone, et du coup je garde toujours les conflits de droit à l'esprit. Et je pense que par ailleurs c'est un conflit particulier qui permet de mesurer l'impact que la jurisprudence de la Cour européenne a sur deux droits qu'on présente généralement comme diamétralement opposés, notamment sur la question de savoir si on protège plus la vie privée ou la liberté d'expression dans un pays ou dans un autre. Par ailleurs, c'est un domaine qui illustre aussi, je pense, la difficulté des juridictions internes à intégrer dans leur raisonnement et dans leur catégorie juridique particulière propre les exigences de la jurisprudence européenne. Et je pense que ça, c'est vrai aussi bien au Royaume-Uni qu'en France. C'est aussi un domaine où on a des mouvements assez profonds de la jurisprudence européenne. On voit que la jurisprudence européenne sur cette question a évolué, continue à évoluer. C'est très difficile en réalité de faire des généralités sur la prééminence de tel ou tel droit dans la jurisprudence européenne aujourd'hui. Et c'est un domaine où, par ailleurs, on a une grande influence de l'évolution de la méthodologie de la Cour sur le contrôle de proportionnalité, le contrôle procédural et la subsidiarité, qui vient encore rendre les choses encore plus complexes, parce qu'on ne sait plus exactement si la Cour condamne un État parce qu'elle estime que l'État n'a pas suffisamment bien protégé l'un des deux droits, ce qui voudrait dire qu'il y a une hiérarchisation peut-être entre ces deux droits, ou tout simplement parce que l'État n'a simplement même pas fait le travail de balance des droits et intérêts, ce qui suffit en réalité à le condamner sans même se poser la question de savoir quelle était la bonne solution dans l'affaire. Donc c'est une jurisprudence qui a été très perturbée aussi au sein de la jurisprudence européenne. Pendant très longtemps, la jurisprudence européenne a été très favorable à la liberté d'expression. Et puis on a eu un mouvement qui a changé à partir de 2004, au moment où la Cour a décidé d'intégrer la réputation, la protection de la réputation à l'article 8, comme facette de l'article 8, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Et ce mouvement en 2004 a été
contemporain d'un rééquilibrage entre les deux droits. Et à partir de 2004, on a vu des affaires où c'était beaucoup plus compliqué à la liberté d'expression de prévaloir quand elle entrait en conflit avec l'article 8, quand bien même ce n'était pas la réputation qui était concernée. On a eu un mouvement balancier dans la jurisprudence européenne, comme si des années de suprématie, on va dire, de l'article 10 étaient contrebalancées par une revalorisation de l'article 8 à partir de 2004. Et à partir de 2012, vous allez avoir au contraire des auteurs qui vont vous dire non, maintenant la Cour de nouveau revalorise l'article 10 à partir des affaires von Hannover numéro 2 et Axel Springer. Effectivement, dans ces affaires, on a une revalorisation de l'article 10, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse faire de telles généralités pour la jurisprudence postérieure, parce que c'est une jurisprudence qui est en réalité extrêmement casuistique. Et même si on a effectivement, je vais y revenir, des grands principes, la manière dont la Cour ensuite les applique n'est pas forcément si simple à expliciter. Et c'est encore moins simple quand on rajoute depuis un certain nombre d'années le contrôle procédural qui fait que la Cour va rester en retrait si elle estime que les juridictions internes ont correctement fait le travail, ont correctement pris en considération sa jurisprudence, et par conséquent, on a le développement de l'idée d'une grande marge d'appréciation qui va être donnée aux juridictions nationales dans ce domaine, ce qui est d'habitude assez contraire. Quand on parle de la liberté d'expression, c'est généralement pas le cas. Mais là, avec le renouveau de la subsidiarité, la Cour va avoir tendance à ne pas trop interférer avec la solution de fond qui a été retenue par les juridictions, à condition que les juridictions montrent qu'effectivement, elles ont bien pris en compte les différents critères de la jurisprudence européenne. Alors, simplement pour rappeler justement cette jurisprudence européenne et les grands principes de la jurisprudence, comme je l'expliquais très rapidement, on a un article 10 qui est présenté comme très important au regard de sa valeur objective de contribution à la société démocratique, en plus de sa valeur subjective pour les individus. On a cette inflexion à partir de 2004 avec l'intégration de la réputation dans l'article 8 et le mouvement de balancier contraire en faveur de l'article 8, même si la Cour commence toujours dans ses grands principes par expliquer que les deux droits méritent un égal respect, une égale considération, qu'il n'y a pas de raison de favoriser l'un plutôt que l'autre. Et puis, comme je l'expliquais, ça crée des perturbations dans la jurisprudence, des oppositions entre les juges qui ne comprennent plus pourquoi dans cette affaire la réputation ou la vie privée prévaut, alors que pendant des années les mêmes faits auraient amené à ce que ce soit la liberté d'expression qui prévale. Donc ça a quand même posé un certain nombre de questions. Et puis von Hannover numéro 2, Axel Springer, la Cour essaye de clarifier les critères que les juridictions internes doivent prendre en compte si elles veulent que la Cour leur donne la grande marge d'appréciation qu'elles réclament toutes, évidemment. Et donc, les critères à prendre en compte, c'est la contribution à un débat d'intérêt général de l'article de presse, si on parle d'un article de presse, la notoriété de la personne visée par cet article de presse. Si vous êtes une personnalité publique, la jurisprudence européenne depuis des années explique que vous avez bien sûr droit au respect de votre vie privée, mais peut-être un peu moins que le citoyen lambda qui se trouverait pris dans une affaire qui ferait l'objet d'un reportage de presse. Le mode d'obtention des informations obtenues, est-ce qu'on a rompu un secret professionnel ou autre, la véracité bien évidemment de ce qu'on a publié, est-ce qu'on a fait correctement son travail, le contenu, la forme et les répercussions de la publication sur la personne concernée, et puis si l'affaire vient par l'angle de l'article 10, la gravité de la sanction qui a pu être éventuellement imposée à l'organe de presse. Alors, comme je l'expliquais, dans les affaires von Hannover numéro 2, Axel Springer, on parle de revalorisation de l'article 10. Pourquoi ? Parce que la Cour vous explique déjà que toute atteinte à la vie privée ou à la réputation n'entraîne pas l'application de l'article 8. Elle vous explique qu'il faut atteindre un seuil minimal de gravité pour que l'article 8 s'applique. Donc, les gens y ont vu de nouveau une minoration de l'article 8 par rapport à l'article 10. Et surtout, ce qui a aussi marqué, c'est que dans l'affaire Axel Springer, la Cour, alors même qu'elle a dit dans l'affaire von Hannover, si vous jouez le jeu, vous faites ce que je vous ai demandé, je ne me mêlerai pas du fond, se mêle du fond, parce qu'elle n'est pas satisfaite du fond de l'affaire, qui n'a pas suffisamment, selon elle, protégé la liberté d'expression. Et donc c'est pour ça que dans cette affaire Axel Springer, vous avez une minorité au sein des juges qui dit « mais qu'est-ce que vous faites ? On vient de dire que si les juridictions nationales faisaient le travail,
on leur laissait une grande marge d'appréciation, on le fait dans Fawn Hanover parce qu'on est content du résultat, et là on n'est pas content du résultat parce qu'on trouve que ça n'a pas été suffisamment valorisant pour la liberté d'expression, et on intervient. Donc ça prouve bien que c'est difficile pour la Cour déjà de se tenir à ce qu'elle dit elle-même parfois, et je pense que la matière fait que c'est très compliqué en réalité de rester parfois en dehors de l'appréciation du fond. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, je pense que la Cour a trouvé un peu son rythme de croisière en matière de contrôle procédural, mais c'est quelque chose de compliqué. Alors pour en venir maintenant à la situation nationale, au niveau de la situation anglaise, je crois que l'évolution très importante dans ce domaine, ça a été la création d'une voie de droit spécifique pour protéger l'intimité de la vie privée à travers le tort of misuse of private information. Ce qui montre la flexibilité de la common law, ce qui montre comment on peut progressivement intégrer des nouvelles protections au sein du droit anglais. Il semblait qu'avant ce développement, la balance penchait plutôt du côté de la liberté d'expression que de la vie privée. Il n'y a pas de droit général à la protection de la vie privée en droit anglais. Bien sûr, on peut obtenir, on en a parlé avec slander, libel par exemple, des dommages. On peut utiliser breach of confidence, c'est beaucoup le breach of confidence qui a été utilisé pour protéger la vie privée, mais on voit bien qu'il n'y a pas forcément de concordance parfaite entre la révélation d'une information intime et la révélation d'une information confidentielle. Évidemment, parfois les deux vont ensemble, mais parfois ça n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, si on regarde les jurisprudences britanniques au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, on a une affaire Peck contre le Royaume-Uni de 2003, où un monsieur qui avait essayé de se suicider dans la rue avait été pris sur CCTV, et ces images avaient été réutilisées par notamment des conseils municipaux pour montrer, regardez comme c'est bien la CCTV, parce que grâce à la CCTV, on a pu voir que ce monsieur avait un couteau dans la main, on a pu envoyer la police, et puis bon, il se trouvait qu'il était surtout dangereux pour lui-même, mais tout s'est bien terminé. Et donc ce monsieur avait fait des actions en judicial review contre la décision des conseils municipaux, et n'avait pas obtenu gain de cause. Il n'avait pas utilisé le breach of confidence parce qu'il n'avait pas de quoi utiliser cette voie de droit, ça n'aurait pas fonctionné pour lui. Et donc l'affaire est allée devant la Cour, et la Cour a condamné le Royaume-Uni pour insuffisance de la protection de l'intimité de la vie privée, violation de l'article 8, et violation de l'article 8 combiné à 13, droit à un recours effectif, parce que le judicial review, à l'époque, ne permettait pas une protection suffisante des droits fondamentaux et notamment de la vie privée, et le breach of confidence, qui de toute façon n'avait pas été utilisé, n'aurait pas permis cette protection non plus. Et les choses vont progressivement évoluer, avec notamment l'entrée en vigueur du Human Rights Act, qui va forcer forcément les juges à prendre en considération l'article 10 bien sûr, mais l'article 8 encore plus, et donc les revendications de protection de l'intimité de la vie privée vont augmenter. Et d'ailleurs, les choses avaient été bien vues, parce que dans le Human Rights Act, vous avez un article 12 qui essaye de dire, attention, on veut continuer à protéger la liberté d'expression. Donc on voyait bien la crainte au sein du Parlement et du potentiel, on va dire, transformateur de l'article 8 de la Convention dans le droit anglais. On avait essayé de préserver certaines choses, notamment en matière d'ordonnance de référé, pour éviter que la presse ne soit trop gênée aux entournures dans ses publications par cette arrivée de l'article 8. Mais néanmoins, progressivement, les revendications vont se multiplier, prendre forme, se détacher progressivement du breach of confidence pour devenir un tort autonome de misuse of private information. Progressivement, ça commence avec l'affaire Campbell contre MGN Limited, même si on est encore sur breach of confidence à ce moment-là, mais on commence à dire que ce n'est pas tout à fait le bon vocabulaire, on devrait utiliser un autre vocabulaire, puis par ailleurs, on a quand même assoupli le breach of confidence parce que les conditions pour pouvoir utiliser cette voie de droit ont été néanmoins assouplies. Et puis petit à petit, la confidentialité va s'effacer par rapport à l'importance de l'intimité de la vie privée qui ne correspondait pas complètement à cette voie de droit. Et dans cette affaire Campbell, la Chambre des Lords avait estimé par une majorité que effectivement la vie privée de Naomi Campbell, qui avait vu révéler son addiction à la drogue par un reportage et des photos d'elle devant les réunions des narcotiques anonymes au Royaume-Uni, n'avait pas été suffisamment protégée. Alors il y a une division au sein de la Chambre sur l'évaluation des faits, mais il n'y a pas de division sur la nécessité de protéger
la vie privée, la possibilité à l'époque d'utiliser le breach of confidence pour ce faire, et surtout il y a beaucoup de références aux 2 articles 8 et 10 de la Convention et à l'égalité a priori de poids qu'on doit accorder à ces 2 droits. C'est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour effectivement n'a rien trouvé à redire sur la manière dont les tribunaux, enfin dont la Chambre des Lords avait raisonné, a estimé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 dans cette affaire, que les Lords avaient eu raison de protéger la vie privée de Naomi Campbell, et l'avait correctement fait. La Cour insiste sur tout le travail qui a été fait par la Chambre des Lords pour prendre en considération les 2 droits conventionnels. Il y a juste une violation qui est trouvée par rapport aux success fees, au fait qu'on peut récupérer les success fees chez la partie pardante, ce qui a amené à des sommes considérables pour le journal, même si le journal se porte bien, mais quand même, c'était très très important, et donc la Cour a sanctionné sur ce point. Et le principe selon lequel, si les juridictions internes appliquent la méthodologie européenne, on leur donne une grande marge d'appréciation, tout le monde dit toujours c'est Von Hanover numéro 2. En fait, c'est Naomi Campbell déjà. C'est déjà Campbell contre MJ Limited. Il y a un paragraphe exprès là-dessus, très court, mais le principe, il est déjà là. Et en fait, il est repris dans Von Hanover. Et donc, la jurisprudence anglaise postérieure a consolidé donc, ce mouvement de construction de ce tort of misuse of private information avec Mosley, avec Vidal Hall, GPS, et puis récemment, vous avez encore une affaire Bloomberg qui confirme donc cette voie de droit pour protéger l'intimité de la vie privée. Et donc on voit comment le droit anglais a dû évoluer, a été forcé d'évoluer pour répondre aux exigences européennes et mieux protéger le droit au respect de la vie privée, qu'il ne le faisait intérieurement, au point que, on l'a dit, il y a certains gouvernements qui estiment que la liberté d'expression n'était plus suffisamment protégée, que la presse, surtout la liberté de la presse, surtout encore plus que la liberté d'expression, était en danger, et que si on réformait le Human Rights Act, ce serait bien de remettre une petite couche sur la liberté d'expression contre cette terrible vie privée, notamment parce qu'elle vient évidemment de l'Europe. Alors en France, on est parti du problème inverse, parce qu'en France, les juridictions, elles ont toujours protégé de manière très sévère l'intimité de la vie privée, y compris des personnalités publiques, des personnalités politiques. Alors, cette vie privée, cette intimité de la vie privée, elle est bien évidemment protégée par différents moyens aussi. On peut toujours aller chercher, bien sûr, la diffamation, etc. Mais on a l'article 9 du Code civil, on a l'article 16 du Code civil, si jamais la dignité est en cause. Ça a été constitutionnalisé avec l'article 2 de la DDHC. La vie privée a été rattachée à l'article 2 de la DDHC. Depuis le 19e siècle, on protège le droit à l'image en France, donc c'est très ancien, et les juridictions sont très attachées à la protection de la réputation et de la vie privée, ce qui a entraîné très régulièrement les condamnations de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que nous, on ne protégeait pas assez la liberté d'expression, notamment des organes de presse. Et c'est intéressant quand on regarde les 2 jurisprudences, et qu'on voit à quel point c'est compliqué pour les juges nationaux d'intégrer dans leur catégorie les exigences de la Cour. Pour le misuse of private information, là on est en train de se poser des questions sur le critère d'Axel Springer Intel. Est-ce qu'on le met dans le stage 1, dans le stage 2? Est-ce qu'on peut le mettre aux 2 endroits? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire perdre l'importance du débat d'intérêt général parce qu'on parle trop de la notoriété de la personne? Donc on voit que c'est compliqué. Pour les Français, ça a été la même chose. On avait, par exemple, on refusait de tenir compte de l'article 10 une fois que les éléments constitutifs de l'infraction étaient caractérisés. On ne savait pas faire la différence correcte entre déclaration de fait et jugement de valeur quand on devait décider d'accorder ou pas le bénéfice de la bonne foi pour se défendre de la diffamation. On ne pouvait pas rapporter la preuve, dans certains cas, de la vérité des propos qui étaient déclarés diffamatoires, etc., etc. Donc c'est extrêmement compliqué de mettre ces petits critères qui ont l'air de rien, pourtant quand on regarde la jurisprudence européenne, ça semble assez clair, dans les catégories nationales. Ça c'est un vrai souci. J'ai aucune idée du temps, c'est bientôt terminé. Donc je vais passer, je pense que vous pouvez par exemple aller voir l'affaire du docteur Goubler, le Grand Secret, la publication du Grand Secret, la différence entre la position des juridictions françaises et la position de la Cour. Alors, au niveau de l'ordonnance de référé et d'interdiction de la publication, les 2 sont en accord. La Cour estime que, certes, au moment de la sortie, on pouvait estimer, au regard de l'argument du temps,
que l'interdiction pouvait se valoir, mais à partir du moment où le passage du temps était important, à partir du moment où les passages du livre avaient été révélés par la presse, là on retrouve aussi des choses qu'on voit aussi dans la jurisprudence anglaise, l'interdiction de publication ne se justifiait plus au fond, et on avait donc la condamnation de la France, par exemple, pour cette position. Alors, on voit aussi que la France s'est améliorée, la Cour de cassation notamment a intégré le contrôle de proportionnalité, reprend les juridictions inférieures aujourd'hui de fond quand elles ne font pas correctement leur travail. Bien évidemment, il y a toujours des divergences, parfois on calibre mal ou la Cour tout d'un coup a envie de dire qu'elle n'est pas d'accord. Mais ce qu'on voit, c'est quand même beaucoup moins de condamnations aujourd'hui de la France, par exemple, que par le passé. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand vous regardez les affaires, vous voyez qu'on a beaucoup d'affaires où la Cour constate une absence de condamnation de l'État français parce qu'elle estime que les juridictions françaises ont correctement fait le travail, alors même qu'elles protègent la vie privée. Et donc on se dit, alors on ne comprend plus rien. Je suis d'accord, c'est parfois compliqué un peu à comprendre. C'est lié au fait que la jurisprudence européenne, elle n'est pas statique non plus. Elle continue à évoluer. Et ceux qui disent qu'on a eu une revalorisation de l'article 10 dans ce domaine sont peut-être restés à von Hannover, mais quand on regarde la suite, on voit aussi le développement de ce que la Cour appelle le journalisme responsable. Et on voit que la Cour, de plus en plus, n'aime pas trop le journalisme à scandale, le sensationnalisme, et qu'elle est quand même assez attachée à une certaine ligne éditoriale, dirons-nous, alors même qu'elle affirme le principe de la liberté éditoriale. Mais en réalité, quand on regarde la manière dont elle applique les principes qu'elle affirme, on voit qu'elle est quand même très sensible aussi au respect de l'intimité de la vie privée. Et on a 3-4 affaires, Société, Mediapart, Selami, Gisbert et autres, où la Cour va donner raison aux juridictions françaises, alors même qu'elles sont dans leur positionnement classique de protection de l'intimité de la vie privée, parce que la jurisprudence de la Cour évolue aussi et qu'elle est sensible au respect de la déontologie, au respect de la manière dont les informations aussi sont révélées. Alors, d'aucuns s'inquiètent au Royaume-Uni de la revalorisation de l'article 10 et de la liberté d'expression. J'ai lu quelques articles où les universitaires s'inquiétaient de ce que, par les critères Axel Springer, on arrive à un affaiblissement de la protection de la vie privée qu'on avait durement obtenu dans les années postérieures à l'entrée en vigueur du Royaume-Uni. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit la crainte. En tout cas, ce que ça montre, comme je le disais, c'est que la transposition des critères européens n'est pas chose aisée pour les juges. Mais en même temps, il faut aussi savoir que la Cour, elle reste quand même à un niveau assez général. Elle ne peut évidemment pas, elle, entrer dans le détail de comment il faut que les juges fassent concrètement pour aboutir à la bonne solution. Elle n'exige pas que les catégories traditionnelles nationales soient remplacées par ces catégories. C'est aux juges nationaux de trouver comment faire pour intégrer ces critères. Et tout ce que veut la Cour, c'est que l'esprit de la Convention, dirons-nous, soit respecté à défaut de la lettre. Je pense que les juridictions sont arrivées à l'heure actuelle à un juste équilibre, si je peux dire, dans ce domaine, mais il est certain que c'est un équilibre qui est toujours précaire, parce que cette jurisprudence, elle est toujours évolutive, elle est très casuistique et elle se renouvelle en permanence. Vous avez cité les réseaux sociaux, etc. Tous ces éléments-là ajoutent à la complexité et ajoutent aussi à la complexité de la jurisprudence européenne. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peggy. Alors, j'attendais à ce que tu le cites, mais pour préparer cette conférence, j'évoquais avec Dominique, tu m'as renvoyé le seul commentaire de jurisprudence de la Cour européenne de droit de l'homme que j'ai fait dans ma carrière, c'était sur Naomi Campbell, Larry Amgen Limited, à la revue trimestrielle des droits de l'homme. C'était en 2011, ce qui ne nous rajeunit évidemment pas forcément. Je me souviens, il m'avait demandé de travailler en particulier sur la question des frais irrépétibles. Je crois que c'est la seule traduction la plus proche qu'on peut... Alors, d'aborder le système civil au Royaume-Uni, que je ne connaissais pas du tout. Et ça avait été passionnant, et justement, sur la marge nationale d'appréciation, je me souviens d'avoir travaillé là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous êtes revenu sur certaines thématiques qui vont faire l'objet des questions, alors notamment sur les réseaux sociaux, sur la notion de journalisme, sur la liberté éditoriale. Alors, je peux quand même comprendre la jurisprudence de la Cour, parce que une ligne éditoriale, il faut qu'elle soit construite. Il y a un effort intellectuel. Je ne suis pas certain que dans les tabloïds, il y ait toujours une ligne éditoriale au sens
intellectuelle du terme, comme on pourrait en trouver dans le Guardian, dans The Times, ou chez nous dans Le Monde, alors parfois très dissimulé. Le Monde vous expliquera qu'ils sont tout à fait objectifs et que, voilà, en fait, c'est une forme, certains la qualifient de pensée unique, mais en tout cas, il y a une ligne éditoriale. La seule volonté de faire de l'argent en vendant des images, est-ce que c'est une ligne éditoriale? C'est une bonne question, mais qui dépasse le droit. Et puis, il y a peut-être un seul point, parce qu'il y a eu une législation britannique récemment sur ce sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui pourra aussi faire l'objet de discussion, ce sont les fameuses procédures Bayon. Ça m'y a fait penser dans la vie privée, c'est un peu la vie privée de l'entreprise. Et il y a une législation récente au Royaume-Uni qui a voulu éviter aussi, et en France je ne sais plus trop où on en est, quand même systématiquement des recours juridictionnels ou des affaires qui viseraient à encadrer la liberté d'expression pour révéler des faits relatifs aux entreprises. Nous, on sait que le juge en France est quand même plutôt favorable. Heureusement, on a eu des affaires concernant des universitaires et qui ont été relativement protégées, mais le simple fait d'être menacé d'un procès, et j'en reviens à MGM Limited, d'une certaine façon, le simple fait d'avoir des frais liés à des procès sont déjà une forme de censure sur la liberté d'expression, puisqu'évidemment, un pauvre universitaire, connaissant en particulier chez nous, mais bon, il suffit de se faire naturaliser américain aujourd'hui pour être bien payé, on sait, parce qu'on va être accueilli avec 100 000 euros par an. Mais quoi qu'il en soit, si on doit se lancer dans un procès pour révéler des éléments d'une affaire d'une entreprise, bon, il faut quand même avoir peut-être des garanties déjà de son université, de son laboratoire, pour éventuellement envisager des actions juridictionnelles. Et ce qui est aussi intéressant, c'était logique dans ton propos, mais tu l'as quand même évoqué sur ces frais irrépétibles et sur les frais de justice de façon générale, c'est que en eux-mêmes, ils peuvent constituer une atteinte à la liberté d'expression. Enfin, voilà. C'était quand même aussi un des éléments qui était dans MGM Limited, et ça fera peut-être aussi l'objet de questions. Mais cette partie-là, d'ailleurs, il y a eu une autre affaire, c'était Associated Press, je crois, parce que la loi a été très tardivement modifiée à la suite d'MGM Limited. Ça a été modifié et puis ça n'a pas été c'est pas entré en vigueur pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, je pense que c'est réglé, mais il y a eu d'autres affaires sur les primes d'assurance aussi qui sont liées à ça. Parce qu'on peut s'assurer pour ce genre d'affaires. Et là, par contre, la Cour a dit non, là, pour les primes d'assurance, l'objectif de la loi est satisfaisant, et en plus les montants sont moindres, c'est vrai, mais la Cour avait insisté pour dire que ce n'est pas la même chose que dans MGM Limited. Parce que ce que j'ai fait, d'après elle dit ce que j'ai sanctionné dans MGM Limited, c'est pas le montant, c'est les défauts du cadre normatif. Du fait que c'est censé au départ être positif pour permettre une plus grande accès à la justice, d'avoir ce success fees. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que juste les gros cabinets d'avocats choisissent les meilleures affaires pour se faire le plus d'argent. Et ça, c'est pas bien. Et donc, c'est ça que j'ai sanctionné en réalité, en suivant ce qu'avaient dit eux-mêmes les rapports internes. Je suis pas tout à fait sûre que ce soit la raison pour laquelle la Cour différencie les deux affaires. Je pense que c'est une manière de dire, bon, on va pas trop embêter le Royaume-Uni avec ça. Et on passe à autre chose. Je n'ai pas suivi la suite sur les assurances. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne et de remarques, tout simplement, des éléments pour enrichir le débat? Et Dominique, si tu veux rajouter des éléments. Non. J'allais simplement rajouter que pour la politique de tout ceci, c'est que les tabloïds s'inquiètent de perdre la capacité de raconter des histoires qui vont intéresser leurs lecteurs par cause des médias sociaux. Et donc, il y a cette tension qui a comme résultat qu'ils veulent pouvoir publier, parce qu'ils disent « nous voulons publier quelque chose », et si nous ne le publions pas, ça va sortir dans les réseaux sociaux, et vous ne pouvez pas les empêcher, donc pourquoi nous persécuter? nous les médias respectables, et bien sûr, je ne sais pas, pour les journaux imprimés, je pense que d'ici 10 ans, ça sera fini. Donc nous sommes dans un monde en flux, et c'est une des raisons pour laquelle il y a ces problèmes. Ça m'amusait toujours quand je faisais les inculpations
pour contempt of court contre le Sun et le Mirror, parce que c'était des journaux qui tout le temps dénonçaient la Convention à cause de l'article 8, mais du moment que j'entendais un procès contre eux, ils disaient article 10, article 10, et cherchaient refuge dedans. Oui, bah, nous on connaît ça partout. Hein. Récemment, on a eu un chef de parti qui a critiqué, voulait sortir du Conseil de l'Europe, du système de la Convention, et qui envisage, après l'épuisement des voies de recours internes, d'aller devant la Cour européenne. Alors on a une question en ligne. Il y avait Joueur aussi qui avait levé la main. Comme tu veux, Joueur. Je t'en prie. C'est une petite spécialiste de droit pénal. Une remarque de pénaliste, et pas nécessairement sur l'article 8, mais on a une jurisprudence aujourd'hui de la Chambre criminelle qui est relative à l'article 10, la liberté d'expression, qui est très fournie, parce que, surtout sur le terrain du militantisme, avec beaucoup d'activistes qui ont une imagination quand même assez fournie sur les moyens d'exprimer des revendications. Donc jeter de la soupe sur un tableau, voler des portraits du président de la République, et qui sont incriminés, donc sont condamnés pénalement, et vont ensuite devant la chambre criminelle en demandant un contrôle de proportionnalité et en se plaignant d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Donc la chambre criminelle fait beaucoup de contrôle de proportionnalité et elle fait beaucoup de contrôle de conventionnalité. Et moi, ce dont j'ai l'impression, mais c'est très prudent, c'est que précisément la chambre criminelle est très 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 prudente dans le recours qu'elle fait au contrôle de proportionnalité, et qu'elle prend plus garde à la question de savoir est-ce que le contrôle de proportionnalité a été mené par les juridictions du fond, un peu comme la Cour européenne le fait à l'égard des juridictions nationales, plutôt que de se préoccuper du fond, en fait, de la solution. Ce qui fait que là, par exemple, il y a 2 décisions qui ont été rendues et qu'on peut mettre en regard, où à la fois elle a approuvé la condamnation de manifestants qui avaient entravé la circulation pour défendre les droits des handicapés, alors avec un préjudice qui était tout à fait mineur, et dont on aurait pu penser qu'ils auraient pu obtenir la mise à l'écart de leur incrimination. Ça n'a pas été possible. La Chambre criminelle dit que l'incrimination est tout à fait proportionnelle à la liberté d'expression. Et un mois après, on a une autre décision sur l'affaire de Sainte-Soline. Vous avez l'affaire des Mégassines, où là aussi, on a un manifestant, cette fois-ci, qui est très violent, qui arbore un gilet de gendarme qu'il a tagué, enfin, voilà. Et la Chambre criminelle dit pareil, finalement, c'est tout aussi proportionné. Donc elle met sur un pied d'égalité des comportements qui sont pacifiques et puis d'autres qui sont beaucoup plus violents, parce que, il me semble, sa question c'est est-ce que la méthode a été respectée? Si la méthode est respectée, eh bien elle finit par valider. Mais je pense, parce que c'est ce qu'on appelle le contrôle léger, parce que si elle menait un contrôle lourd, on lui reprocherait de substituer sa propre appréciation. Mais ça donne l'image d'une jurisprudence qui est vraiment très frileuse, en fait, sur le contrôle de proportionnalité. Mais voilà, c'est une observation, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, puisque vous êtes spécialiste de la question. Nous avons eu en Angleterre un cas, et c'était sur la question de la proportionnalité, de bloquer la rue. Et l'indication judiciaire, c'était qu'on pouvait voir que le droit de s'exprimer pouvait permettre de bloquer la rue, si ce n'était pas pour... Mais ça laisse ouvert la question du temps. Mais quand ça vient à jeter de la soupe sur un tableau dans un musée, même si le tableau est recouvert par un verre, je ne vois pas qu'on va accepter ça comme étant proportionnel. Mais c'est votre appréciation. C'est mon appréciation. Mais il est certain que ça a produit pour la police particulièrement une question, qu'est-ce que nous devons tolérer ou ne devons pas tolérer? Et effectivement, il est certain que toute manifestation,
j'ai participé à des manifestations sur le Brexit qui étaient très paisibles, en coordonné avec la police un samedi matin, mais ça quand même, puisqu'il y avait 800 000 personnes dans la manifestation, ça a quand même bloqué le centre de Londres pendant 4 heures, et ça, on l'accepte. Mais c'est différent de faire ça que de s'asseoir au milieu de la route, pour moi. Mais ça, c'est mon opinion. Mais je vois que c'est une question qui va peut-être aboutir devant la Cour à Strasbourg. Alors sur ces questions de blocage et autres, la Cour, généralement, elle va être sur 11. Souvent, c'est sur 11, à la lumière de 10. Et en fait, elle n'est pas très favorable à ce genre de moyens. Elle estime que ce sont des moyens qui sont à la périphérie du droit et pas au cœur du droit. Donc déjà, avec ça, vous faites une différence sur la marge d'appréciation que vous allez donner à l'État. Elle avait notamment rendu un arrêt qui s'appelait Kudrėvičius contre Lituanie. Puis récemment, il y en a eu un contre la Belgique aussi. Où elle expliquait que bloquer l'autoroute pendant je ne sais plus combien d'heures, alors que ça n'a rien à voir avec la mobilité, parce qu'on n'était juste pas content des prix agricoles, ou je ne sais plus quel était exactement le problème, mais c'était quelque chose comme ça. L'État avait le droit de prendre des mesures pour débloquer l'autoroute et poursuivre pour entrave à la circulation, par exemple. Donc en ce qui concerne ce genre de choses, la Cour va faire attention à la question de savoir si le moyen qui est utilisé, non seulement est pacifique, parce que déjà ça c'est une question, mais surtout a un lien aussi avec ce qu'on dénonce. Et elle dit bien sûr, quand on fait une manifestation, il y a des nuisances, mais il faut que ce soit limité. Et il faut par ailleurs que, si possible, on utilise un moyen d'expression qui ait un lien avec ce que l'on dénonce. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour elle, dans Kudrėvičius. Et après, sur la violence, elle fait toujours la différence. Elle explique bien que ce n'est pas parce qu'il y a des violences dans une manifestation que, par conséquent, la police est autorisée à faire ce qu'elle souhaite sans qu'il y ait de prise en considération de la proportionnalité de la réaction. Et que, par ailleurs, les violences qui arrivent dans les manifestations ne signifient pas que les manifestations ne sont pas pacifiques et donc ne sont pas couvertes par l'article 11. Mais après, pour la position de la Cour de cassation, oui, c'est une juridiction suprême. Elle essaye d'abord... elle est entre les deux feux, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle trouve le bon niveau, parce que si elle se cache trop derrière le fait que c'est une juridiction suprême, que ce n'est pas à elle de faire la balance, il faut qu'elle soit sûre que les juridictions internes l'ont bien fait. Parce que sinon, ça lui tombera dessus au niveau européen. Et donc c'est à elle de trouver le bon calibrage entre, là je considère que ce qu'ont fait les juridictions suprêmes, inférieures de fond, ça correspond à la jurisprudence européenne. Donc même si peut-être j'aurais décidé autre chose, c'est pas mon rôle, je le fais pas, c'est ce que fait la Cour aussi. Mais si elle se trompe, la Cour lui reprochera de ne pas être intervenue. On la sent très gênée aux entournures quand même. On sent qu'elle est sur une ligne de crête. Ligne de crête, exactement. Tout à fait. On avait une question de Simon Taylor en ligne. Alors, remets le son, on n'entend pas. Simon, tu as bien branché ton micro? Oui, il a l'air d'être allumé, mais nous on n'entend pas. Attendez, on n'entend pas. Nous avons eu plusieurs exemples, dont le plus récent, c'était l'ancien agent de police habitant dans le Kent, qui avait fait un post sur les médias sociaux en réponse à quelqu'un qui avait fait quelque chose qui était semblé antisémite. Il avait répondu, mais d'une façon qui était un tout petit peu ambiguë au sujet de si... C'était d'ailleurs une remarque qui disait « Si vous continuez à dire des choses comme ça, nous aurons une nouvelle Shoah ». Donc il était là pour défendre. Et la police a mécompris, a visité sa maison, ils ont pris son ordinateur, ils l'ont arrêté, ils lui ont donné une caution, ce qui est c'est pas une inculpation, mais ça reste sur un fichier. Et puis il est allé voir un avocat qui a dit la police ne sait pas. Ils ont finalement ils ont tout retiré, et d'ailleurs cet homme est en train il va faire un procès pour wrongful arrest contre la police. Maintenant, cet exemple représente quelque chose de, je crois, un tout petit peu inquiétant.
il y a une dizaine d'années, plus, quand nous avions le Stephen Lawrence Inquiry. C'est une enquête judiciaire qui a suivi le meurtre d'un jeune afro-caribéen dans les rues de Londres par un groupe de 3 jeunes gens racistes. C'était un crime raciste et la police avait complètement n'avait pas proprement fait l'enquête, et d'ailleurs il y avait des signes clairs de racisme parmi les policiers qui avaient fait l'enquête. Et une des recommandations du juge, c'était que la police devait prendre beaucoup plus au sérieux quand les gens venaient les voir et faisaient des plaintes contre des personnes qui avaient un élément de racisme dedans. Et le résultat, c'est que la police l'a pris au sérieux, les ont pris au sérieux, vont visiter des gens, font des conclusions qu'il n'y a pas de crime qui a été commis, mais le nom de l'individu qui a été dénoncé est mis sur un fichier. Et ça peut, des années après, être à leur préjudice quand ils viennent demander un emploi qui demande un enhanced vetting. Et à mon avis, ce système est hors contrôle. C'est mon avis personnel. Et nous avons vu récemment beaucoup trop d'exemples de la police allant faire des visites à des gens qui se sont simplement exprimés d'une façon qui n'est peut-être pas exactement, comme vous dites, la façon dont le gouvernement aimerait que les gens s'expriment, mais franchement n'est pas criminel du tout, et ce sont des expressions d'opinion. Et cette question ne va pas disparaître, et c'était ça sur laquelle Robert Jenrick est en train d'écrire son article sur Conservative Home, disant nous avons un système qui n'est pas raisonnable. Et bien que je n'aime pas beaucoup ses propos de la façon dont il s'exprime, je suis d'accord avec lui qu'il y a une question là que nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne devons pas condamner les gens pour s'exprimer et exprimer des choses que nous n'aimons pas. C'est soit criminel ou ça ne l'est pas. Et si ce n'est pas criminel, ce n'est pas à la police de mettre les gens sur un registre. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Merci beaucoup. Ça va être intéressant, d'ailleurs, pas seulement au Royaume-Uni, mais en ce moment, c'est surtout au Royaume-Uni, mais c'est dans tous les pays en ce moment. Oui, c'est pas seulement le Royaume-Uni, il y a ce problème. Mais c'est dans un sens... Apparemment, on oblige les réseaux sociaux à dépenser une fortune pour empêcher les gens de s'exprimer contre la politique européenne. Oui, ça c'est un tout petit peu différent. Parce que d'un côté, on insiste que les réseaux sociaux enlèvent ce qui est criminel, mais il n'y a aucune raison de forcer les réseaux sociaux d'enlever ce qui n'est pas criminel. Et c'est très important de faire cette distinction. Oui, c'est une vraie question de société. Oui. Et qui passe un peu à l'as, les gens ne sont pas au courant. Oui, c'est pour ça que J.D. Vance a annoncé qu'il trouvait que le Royaume-Uni n'était plus un pays de liberté d'expression. L'Europe, Dans son discours unique, c'était même une généralité. D'autres questions? D'autres questions? Remarque? Bon. Je vous remercie. On a pu prolonger au-delà de l'heure prévue parce que malheureusement Peggy a dû partir, mais du coup ça a permis d'avoir un peu plus de questions. Je remercie nos, je sais pas comment on dit, auditeurs publics à distance pour leur fidélité. Alors nous aurons les prochaines conférences organisées à l'université de Nanterre à partir du mois de septembre, si je me souviens bien. Vous retrouvez toutes les informations sur l'ensemble des sites des laboratoires et structures qui sont partenaires de ce cycle de conférences que vous retrouverez évidemment sur les réseaux
des réseaux sociaux, des vraies informations de qualité pour le coup, parce qu'il y a aussi des bons côtés quand même à ces instruments. Je remercie les collègues nanterroises et nanterrois, je leur fais coucou pour leur fidélité, pour ces 3 premières conférences qui ont vraiment été très riches et je pense pour tout le monde très enrichissantes. Donc on attend avec impatience la suite. Je vous dis à bientôt et je remercie encore Dominique Bouif très sincèrement d'être venu jusqu'à nous, puis Peggy du Colombier par contumace. Mais du même coup, j'espère que c'est le début de collaboration régulière. Grand plaisir de venir à Saint-Étienne. Merci. À bientôt.